Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Et là, il y a des choses comme ça, comme Uniswap par exemple, qui du coup te permet de faire des choses que littéralement, a priori, à l'heure d'aujourd'hui, aucun acteur connu ne peut arrêter. C'est-à-dire que ce soit un État, une entité politique motivée, un groupe d'autres individus. Ils peuvent interagir avec le service, tout comme toi, puisque ce sont des services ouverts, mais ils peuvent pas t'empêcher, toi, d'interagir avec le service. Vous disiez qu'il y a des services où, en fait, 95% de leur rendement, ils viennent de la distribution de leur token natif. Et donc là, en effet, c'est pas fou pour le token, puisque typiquement, les gens, ils vont vouloir réaliser leur rendement. Et comment ils réalisent leur rendement? En vendant le token. S'il y en a beaucoup qui commencent à faire ça, typiquement, on a un token dont la valeur ne s'appréciera plus jamais et qui part en spirale de mort. Alors moi, fréquemment, tous les jours, je peux te trouver facilement des gars qui swappent 1 million quelque part, par exemple, et ils auraient pu avoir 3-4% de plus du token des destinations s'ils l'avaient fait à un autre endroit. Donc littéralement, qu'ils laissent de l'argent sur la table, quoi. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Imagine un monde dans lequel tu serais le seul maître à bord dans la gestion de ton argent, vraiment. Imagine un monde où tu pourrais emprunter sans avoir à faire la danse du ventre pour convaincre ton banquier et où l'octroi de crédit, tout comme le rendement généré sur tes placements, serait basé purement sur des considérations techniques, transparentes et prévisibles. Ce monde n'existe pas encore tout à fait, mais il est en voie de construction et son développement avance à pas de géant, soutenu par la technologie blockchain et par les enjeux majeurs qu'il constitue pour l'industrie financière actuellement. Il va sans aucun doute changer la façon de gérer tes finances personnelles et tes investissements. Il est donc grand temps de le comprendre et de l'intégrer pour prendre une longueur d'avance. Pour parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir TokenBreeze sur le podcast cette semaine. Si tu suis un peu la crypto, tu connais sûrement TokenBreeze qui a développé une expertise sur la DeFi et participe au développement de la connaissance sur cet univers complexe, notamment via des lives sur sa chaîne Twitch, dans lesquels il décortique avec sa communauté les principales stratégies de rendement que la DeFi permet de mettre en place. Au cours de l'épisode, on verra comment est née la finance décentralisée, quels sont les principaux mécanismes d'échange qui la composent, les parallèles que l'on peut faire avec la finance traditionnelle et les moyens de naviguer dans cet univers extrêmement nouveau sans y laisser des plumes. Quels sont les types de placements que propose la DeFi et comment ils diffèrent du mining et du staking dont on a parlé avec Monsieur TK sur l'épisode 41 et d'où proviennent les rendements élevés qu'on y trouve. Quand est-il intéressant d'apporter de la liquidité sur un projet DeFi et qu'est-ce que cela implique sur son exposition au cours du token sous-jacent? Pourquoi un stablecoin est stable et comment s'assurer de sa stabilité effective? Qu'est-ce qu'un agrégateur de rendement et à quel risque on s'expose en les utilisant? Enfin, Brice nous partage ses conseils pour démarrer dans la DeFi, ne pas se disperser face à l'excès d'informations en continu sur le sujet et comment s'exercer au mécanisme de la DeFi dans un environnement sécurisé. Alors on va monter un peu en compétence sur l'investissement crypto sur cet épisode, après avoir vu une vision globale dans l'épisode 20 avec Valentin Demey et parler mining staking avec Monsieur TK sur l'épisode 41. Je te propose de t'aventurer plus loin encore dans les méandres de l'investissement sur les crypto-actifs, mais tu verras que ça vaut le coup, ne serait-ce que pour comprendre comment on peut générer des rendements annuels de 30-50% sur des stratégies de gestion passive,
quand toi tu atteins péniblement 10% de rendement sur les modes d'exploitation les plus passifs en immobilier. Alors enfile tes chaussures de randonnée, prends ta machette et on part en exploration aujourd'hui dans le monde de la DeFi. Tu m'en diras des nouvelles. Avant de commencer, un mot de remerciement pour les personnes qui ont soutenu ce podcast au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podchaser ou de messages sur le compte Instagram Investisseur 4.0 ou par mail à paco@investisseur40.com. Merci Voulant pour ton commentaire sympa sur Apple Podcasts cette semaine. Je suis ravi que la diversité des sujets traités ici te donne de l'inspiration sur la route de ton travail. Bienvenue à toi. Allez, sur ce, on plonge dans l'univers DeFi avec Brice. C'est parti. Salut Brice, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de me recevoir. Ça fait plaisir d'être là. Ouais, merci beaucoup et en particulier parce que là on va essayer d'explorer un thème qui est mais alors complètement pas familier des gens qui vont nous écouter, tu vois. Pour te donner un peu de contexte, en crypto, on a vu Valentin de Cryptost, ouais, et puis Monsieur TK aussi sur la partie mining staking, mais on est quand même assez loin des sujets qui t'entourent en général sur la DeFi, donc ça me fait vraiment super plaisir que tu sois là et ça va être, je pense, très intéressant. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de la curiosité pour ça aussi. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais je sais pas, il y a quelques années, j'avais essayé de parler un peu à des communautés plus finance classique et je m'étais fait jeter comme un poisson pourri, vendeur de scam pyramidal, quoi. Ouais, je crois que c'est un peu ça d'être des précurseurs, j'ai l'impression, quoi. C'est la punition. Je crois que je suis banni de Hervo Finance pour te donner une idée. Le subreddit français, un peu en mode fire pour ceux qui, je pense que vous devez connaître sur cette chaîne. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu pourrais commencer peut-être par justement te présenter aux gens qui te connaissent pas encore? C'est vrai, avant d'annoncer où je suis banni. Donc, moi, c'est Token Brice et ça fait 3 ans maintenant, presque, je pense, à peu près, que j'œuvre à essayer de rendre la finance décentralisée plus accessible. Donc, ça a commencé avec un groupe, un mouvement qui s'appelle DeFi France, co-créé avec 2 autres personnes qui sont actives dans l'espace. Et l'idée, c'était de faire un espace d'échange. En français, il y avait un côté un peu gaulois, j'ai envie de dire. C'était un peu pas un acte de résistance, si tu veux, mais avec la volonté délibérée de créer un espace en français pour les francophones, parce qu'on se rendait compte que il y a plein d'informations qui s'échangeaient. C'est des sujets assez complexes, qui nécessitent une réflexion dense, aboutie dans plein de spécialisations différentes, et que si en plus tu dois faire ça dans une langue où t'es pas forcément super à l'aise, c'est chaud, quoi. Pour le mettre simplement. Même pour moi, en fait, je me rends compte, par exemple, ma réflexion est plus pertinente en français à ce sujet-là, je pense. Donc oui, c'est ce que je fais essentiellement. Donc avec DeFi France, on a organisé des meet-up et on organise tout un tas de choses un peu pour structurer cet échange communautaire, disons. Et après, au-delà de ça, moi j'ai une activité un peu plus personnelle, disons, avec mon blog tokenbrice.xyz et ma chaîne Twitch, où là c'est un peu toujours la même démarche, mais c'est juste à mon niveau à moi. C'est donc des contenus qu'on dit généralement assez techniques pour expliquer ce qui se passe dans la finance décentralisée. Et j'aime bien surtout en fait, prendre des protocoles, des bons exemples de choses qui marchent bien et un peu découper la bête pour voir pourquoi ça marche, quoi. Mmh. Ouais. Et toi, quand on va revoir donc sur la partie finance décentralisée un peu plus en détail plus tard, mais sur ton parcours, t'as commencé en quelle année et comment t'es tombé dans la marmite, quoi, de la crypto et puis après de la DeFi finalement. La fameuse marmite, ouais. Moi, c'est la classe de 2017. Bon, là, c'était plus la marmite crypto que DeFi. Donc, parce qu'en plus, elle existait pas vraiment ou elle émergeait à peine. Donc, c'est ça un peu moi aussi la chance que je suis vraiment content d'avoir eu, c'est qu'en fait, j'ai fait ma découverte de crypto un peu. Il y a de la crypto, on peut acheter des shitcoins sur un truc centralisé. Ok, c'est marrant. Mais assez rapidement, j'en suis plus venu à Ethereum et à voir un peu toutes les constructions qu'on pourrait faire dessus en termes culturels, social et ainsi de suite. Et après, j'ai un peu trouvé mon eau, disons, avec la DeFi. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à creuser beaucoup plus et à vouloir en faire mon métier, même si c'est pas un métier.
Et la DeFi, enfin, si tu retracerais comment l'entrée de la DeFi dans l'univers crypto, en fait, pour les gens qui connaissent un peu la crypto, qui ont commencé un peu à investir, quand est-ce que c'est arrivé ce mouvement-là et la structure qui est autour, en fait, comment ça a commencé? Ouais, mais c'est ça qui est marrant, en fait, c'est que si tu veux, j'ai l'impression que maintenant, si tu veux, tu dis aux gens, il y a un système de finance décentralisé qui a émergé sur Ethereum, tu peux échanger des tokens sans intermédiaire ou des choses comme ça. Ça leur semble presque évident parce que ça correspond, j'ai envie de dire, à ce qu'on peut faire avec cette technologie, un peu à la vision initiale. Mais tu te replaces en 2017, par exemple, à l'époque où moi je suis arrivé, eh bien, à cette époque-là, la majorité des échanges se faisait sur des services centralisés, les Binance, les Coinbase, des trucs comme ça. Et c'était pas forcément une évidence, si tu veux, que cette DeFi allait être quelque chose de significatif. Et en fait, alors quand est-ce que ça a commencé? Bah là, c'est un peu chacun à sa date, si tu veux. Il y a quand même des deux protocoles qui sont un peu vus comme les deux premiers. On parle un peu de verbes en DeFi pour décrire les actions que tu peux faire avec tes tokens. Donc, si tu veux, les deux verbes primitifs qui sont donc échangés, swap avec Uniswap, et empruntés avec MakerDAO. Donc là, Uniswap, on est fin 2018 pour la version 1. Maker, on doit être un petit peu après, mais j'ai plus exactement la date en tête. Mais voilà, c'est vraiment là, si vous voulez, que ça a un peu commencé, quoi. Donc Uniswap, parce que ça permettait l'échange de tokens sans passer par un échangeur centralisé. Et notamment au début, ça a eu pas mal de succès avec les tokens, disons, qui n'avaient pas facilement accès à ces échanges centralisés. Parce que là, du coup, ils passent d'une situation où ils devaient un peu supplier un échange centralisé, de les convaincre que X ou Y, pour que s'il vous plaît, ils listent leurs tokens, voire à l'époque, payer, parce que les échanges centralisés, ils étaient assez gourmands, à une situation où, on a notre token et on a un peu d'Ether, ok, bon, on va créer une pool Uniswap et tout le monde va pouvoir acheter et vendre de notre token et basta. Je me souviens, c'était assez la folie. Mais alors, ouais. Est-ce qu'on peut expliquer? Mais ça n'a pas été si immédiat. Hein. Peut-être juste, je me rends compte en disant ça. C'est-à-dire que là, je vous ai donné la date en novembre, mais c'est arrivé au début. Le produit était là, il fonctionnait. C'était Uniswap V1, donc c'était un peu plus simple, mais le concept de base était là. Mais si vous voulez, il y a presque eu un changement culturel nécessaire dans l'industrie pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Si c'est assez clair. C'est-à-dire qu'au début, les gens étaient vraiment, l'échange décentralisé, est-ce que c'est pas mieux avec un order book? Il y avait vraiment toute cette réflexion-là avant maintenant on constate, si on veut, que les DEX ont gagné la bataille, que la logique de pooling d'un automated market maker, on pourra expliquer tout ça après, c'est pertinent. Mais il y avait du doute sur ça à cette époque-là. C'est ça que je voulais dire. Ouais, très bien. Non, parce que je me rends compte, peut-être on peut juste définir aussi ce que c'est la DeFi finalement. Est-ce que c'est, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est le fait de pouvoir échanger de façon désintermédiée et d'emprunter les deux actions en fait que tu peux faire avec un token sur. C'est ça le principal, ou on rate quelque chose? Alors c'est un peu des verbes primitifs. Il y en a bien sûr d'autres, mais donc pour remonter d'un niveau et généraliser un peu plus. On dirait que, en gros, la finance décentralisée, c'est un système d'échange de valeurs sans intermédiaire. Ça, c'est très important. Pour simplifier, disons, l'intermédiaire qui serait habituellement nécessaire, donc dans les systèmes classiques, une instance centralisée avec tout le système légal derrière, parce que je veux dire, votre banque ou un apporteur de services financiers, si on déconstruit toute la chaîne, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, a priori, il va pas voler votre argent. S'il vole votre argent ou il y a problème, alors vous allez à la justice qui va restituer votre argent. Donc c'est la justice qui est c'est la force étatique, j'ai envie de dire, qui est la garantie in fine de ces fonds. Là, on est dans une logique où non, c'est autonomie, c'est-à-dire que chacun gère ses clés et chacun est souverain de ce qu'il fait avec ses fonds. Donc ça, c'est au niveau personnel, si tu veux. Donc t'as ton wallet, seul toi le contrôle. Si tu l'as bien sécurisé, a priori, il n'y a pas de souci à se faire. Et tu peux faire ce que tu veux avec et on pourra jamais t'empêcher on peut pas te bloquer ton wallet, on peut pas enlever de l'argent de ton wallet. Et donc ça, c'est, disons, le niveau individuel. Et puis après, il y a le niveau collectif. C'est que maintenant, tu as aussi toute une série d'applications, elles aussi décentralisées. Alors là, on pourra en parler avec différents degrés de décentralisation et différents compromis, mais dont certaines sont vraiment, disons, sur l'extrême maximal du spectre de décentralisation, à un tel point où elles sont ce qu'on appelle inarrêtables.
Et donc, c'est-à-dire, en gros, elle tourne tant que le réseau Ethereum tournera. Et là, il y a des choses comme ça, comme Uniswap, par exemple, qui, du coup, te permet de faire des choses que, littéralement, a priori, à l'heure d'aujourd'hui, aucun acteur connu ne peut arrêter. C'est-à-dire que ce soit un État, une entité politique motivée, un groupe d'autres individus. Ils peuvent interagir avec le service, tout comme toi, puisque ce sont des services ouverts, mais ils peuvent pas t'empêcher, toi, d'interagir avec le service. Donc, pour être concret, personne ne peut te dire non, tu ne peux pas vendre ce token sur Uniswap ou acheter ce token-là. Ouais. Donc c'est là vraiment la liberté dans l'échange total avec ces plateformes-là, quoi, en fait. Et qu'est-ce qui encore pour la personne qui est pas forcément au courant ou qui pense que c'est encore un peu flou, quelles sont les bases peut-être de précaution pour interagir dans cet univers finance décentralisée pour quelqu'un qui est bancarisé aujourd'hui et qui veut rentrer par exemple dans cet univers-là? Quelles sont on va dire les grandes étapes, on va dire, sans forcément trop rentrer dans les détails peut-être, mais tu vois, qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui est encore, puisqu'on est vraiment dans au tout début et dans des choses de précurseurs, c'est ça qui fait peur aussi, c'est ça qui entraîne des doutes et tu te dis ouais, mais est-ce que je suis pas en train de mettre mon argent dans quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain, parce que c'est un peu ça ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'auprès d'une banque au moins il y a un contrat, il y a quelque chose qui fait que tu peux te restituer. Là tu es vraiment maître à bord, mais tu peux aussi tout perdre. Voilà, comment naviguer dans cet univers à cette étape de l'univers qui est qui est pas réglementé, qui est voilà. Non, c'est une très bonne question. J'ai un peu envie de citer Spider-Man, là, tu sais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que c'est parce que je le vois aussi dans les gens qui découvrent la crypto et la DeFi. Il y a des gens qui découvrent ça, disons, mais qui ne veulent pas faire cette démarche de réappropriation. Ils sont vraiment juste dans une logique de rendement. Ah, tu me dis que tu peux faire un meilleur rendement que ma banque. Comment je mets mon argent où? Ok, je le mets là. Et c'est limite, s'ils pouvaient ne pas le gérer, ils le feraient. Et alors qu'en fait, moi, je pense qu'il y a vraiment toute cette démarche faut réaliser qu'en fait, ça, la DeFi, le Web3, Bitcoin, Ethereum, et ainsi de suite, ce sont des outils pour se réapproprier les mécanismes d'échange de valeur. On a été exproprié de ces mécanismes par nos États et par tout un tas d'institutions qui dérivent leur pouvoir d'un privilège étatique. Et là, on a l'occasion de reprendre le contrôle. Alors bien sûr, il y a comme tu le disais, il y a des risques, et notamment il y a le fait que il y a plus, qui dit plus d'intermédiaires, dit plus de personnes à qui appeler pour pleurer ou de tête à couper s'il y a un problème. Et donc, ça implique une responsabilisation personnelle plus importante. Et donc, en DeFi, concrètement, la responsabilité, disons, c'est bien sûr de sécuriser ce qu'on appelle la seed, qui est donc en fait le mécanisme de sauvegarde de récupération du portefeuille. Puisque si vous perdez l'accès à l'appareil sur lequel est paramétré votre portefeuille ou d'autres choses qui vous pourraient amener à perdre l'accès, c'est vraiment cette phrase-là qui va permettre de récupérer l'accès au fond. Donc en gros, il n'y a pas de numéro d'urgence, si vous voulez, c'est vous le numéro d'urgence, et c'est à vous d'être à la fois le patient et le numéro d'urgence, et de gérer le mécanisme d'urgence, parce qu'il n'y a pas de service après-vente, quoi. Ouais, malheureusement, ouais, c'est clair. Mais alors justement, pratiquement en fait, pour essayer quand même d'avoir une sorte de bonne pratique dans cet univers où c'est encore effectivement encore l'aventure, il y a les ledgers, les cold wallets, je pense les gens connaissent, voilà. On peut pas insister assez, parce que j'ai l'impression que, c'est-à-dire, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, bon après tout dépend des montants et tout ça, mais c'est vrai qu'a priori, payer 100 balles pour sécuriser vos cryptos d'une manière propre, ça me semble pas excessif. Je sais pas combien vous allez avoir dedans, mais pensez-y au fait que voilà, si vous regardez sérieusement la chose, c'est pas déconnant d'envisager un hardware wallet, et c'est probablement même prudent. Ouais. Mais après, il y a aussi, tu peux très bien être sécurisé dans la détention de tes titres une fois qu'elles sont sur le wallet, mais il peut t'arriver quand même un bon nombre de malheurs dans les transactions avant qu'ils retournent dans ton wallet, tu vois. Alors oui, ça après c'est toute l'étape de compréhension, et c'est vrai qu'on voit, c'est aussi la beauté. On n'a peut-être pas trop précisé ça par rapport au début, mais donc juste rappeler que donc tout ce qui se passe sur cette finance décentralisée se passe sur une blockchain publique, Ethereum, et donc visible et auditable par tous. Et du coup, ça permet de voir des choses. En effet, parfois, comme tu dis, on voit clairement quand des gens interagissent avec des mécanismes qu'ils comprennent pas, et on le voit parfois sur des montants importants. Moi, fréquemment, tous les jours, je peux te trouver facilement des gars qui swappent 1 million quelque part, par exemple,
et ils auraient pu avoir 3-4% de plus du token des destinations s'ils l'avaient fait à un autre endroit. Donc littéralement, qu'ils laissent de l'argent sur la table, quoi. Ouais. Donc en plus de ça, tu peux te planter et tout le monde voit l'erreur que t'as faite, quoi. Mais ça, oui, c'est vrai que, et puis c'est parfois, sur les NFT notamment, je sais pas pourquoi c'est un peu à la mode de faire du buy shaming, tu vois. Enfin, du sell shaming plutôt. C'est-à-dire, il y a un NFT, mettons, il y a un punk qui se vend à un prix délirant aujourd'hui. Ils vont remonter dans son histoire et trouver qu'il y a un gars qui l'avait acheté à 0,1 Ether et vendu à 0,5 il y a 3 ans. Et ils vont lui faire un tweet en mode, alors, t'en penses quoi de ta vente à 0,5 Ether maintenant que le truc est parti à 2500? Ouais, d'accord, ouais. Mais a priori, donc si t'as quand même ton cold wallet et que tu vas sur des échanges décentralisés de qualité, j'imagine robustes, et que tu minimises les risques quelque part, quoi. C'est ça que tu pourrais dire. Et de comprendre aussi les risques qui sont pris. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, prendre des risques, c'est une chose, mais faut savoir être en mesure de comprendre et d'expliquer quels risques on a pris, quoi. Alors, tu t'en parlais tout à l'heure, et je pense que c'est intéressant de voir. Enfin, un des gros intérêts pour la plupart des gens qui s'intéressent à la DeFi, c'est quand même les rendements qui sont largement supérieurs à ce que tu peux avoir dans le monde réel. Et je voulais savoir déjà dans un premier temps, les rendements dans cet univers, ils viennent d'où en fait? Parce que bon, dans la finance classique, on sait à peu près comment ça vient. Il y a les taux directeurs des banques centrales et qui sont négatifs, et il y a les commissions des banques en gros qui rémunèrent ces intérêts rémunèrent en fait les risques que la banque est prête à prendre sur la transaction que tu fais. Tu vois, je grossis le trait, mais c'est à peu près ça. Dans la DeFi, comment ça fonctionne? Quels sont les grands acteurs qui proposent justement à te donner du rendement et comment ça fonctionne en fait le modèle économique là-dessus? C'est un peu similaire, sauf que disons le découpage du gâteau est plus transparent évidemment. Donc pour revenir un peu à nos verbes primitifs, d'où viennent les premiers rendements? Typiquement, par exemple, si on revient à l'échange au swap, ça implique qu'en face il y ait des apporteurs de liquidités. Juste pour être concret, par exemple, vous avez de l'Ether et vous voulez le vendre pour de l'USDC. Ça implique qu'en face, a priori, il y a un gars qui a de l'USDC et qui voudrait bien de l'Ether. Et en gros, on a des mécanismes qu'on appelle de pooling pour faire rencontrer ses besoins de manière asynchronique. Donc ça, c'est une première source de rendement, l'apport de liquidité. Il y a aussi le prêt. C'est-à-dire, si vous empruntez, il y a bien quelqu'un qui vous prête les fonds en face. Et donc là, pareil, il y a un taux d'intérêt qui est payé. Ça va être un peu les primitifs, disons, de rendement. Après, il y a des constructions au-dessus de ça. Donc, typiquement, par exemple, un terme que vous avez peut-être entendu, qui est le liquidity mining. Et ça va être le concept, si vous voulez, pour le mettre dans le cadre d'une banque. Imaginez une banque où vous déposez dans votre livret A et elle vous donne votre 0,5%, très bien. Mais elle vous dit aussi, moi, je suis une banque possédée par ses utilisateurs. Et donc, en plus de ton rendement livret A, je vais te donner un petit rendement dans mon action à moi. Ça reviendrait au même, sauf que bien sûr les tokens ne sont pas des actions, mais je veux juste faire la métaphore pour que tout le monde comprenne. Donc il y a cette idée-là de liquidity mining, de distribuer la possession du protocole à ses utilisateurs, qui permet aussi de créer des rendements supplémentaires, puisqu'en fait ils distribuent leurs tokens de gouvernance, et ces tokens sont eux-mêmes échangés sur les marchés à un certain prix, parce qu'ils correspondent à des capacités. Et c'est un peu le dernière étape de d'où viennent les rendements. Mais c'est donc on a tout un tas de services de finance décentralisée que les gens utilisent et qui payent pour ça. Mais en plus, ces services capturent de la valeur au niveau de leur token, par exemple. Alors, pour être sur un truc vraiment simple que tout le monde va comprendre, il y a par exemple un échangeur qui s'appelle Sushi Swap. Et donc, quand quelqu'un fait un échange sur Sushi, il va y avoir une partie du frais qui est payée aux apporteurs de liquidités dont on parlait tout à l'heure, ceux qui rendent disponible le capital pour faciliter cet échange. Mais il y a aussi une petite partie de chaque échange qui est capturée et tous les jours qui va être utilisé pour acheter du sushi et le distribuer aux possesseurs de sushi qui ont staké, qui se sont engagés avec ce sushi. Donc là, vous voyez un mécanisme de capture d'une partie de la valeur traitée par sushi pour la redistribuer aux possesseurs engagés du token sushi. D'accord, donc quand toi t'es un individu à côté d'un projet comme ça qui est cet échange de sushi, et tu peux interagir avec elle et gagner des rendements de deux manières, soit en étant détenteur du token, soit en étant prêteur de liquidité, enfin pour permettre aux échanges d'être plus fluides sur cette plateforme. C'est ça un petit peu l'idée? C'est ça. Et puis du coup, il y a cette troisième source, on n'a pas encore utilisé le mot, pardon, mais donc c'est tout ce concept de staking. Donc c'est en fait quand tu engages des tokens. Et donc là, typiquement, pour finir avec Sushi,
Sushi ne donne pas les sushis à n'importe qui possède des sushis. Ils demandent que tu stakes tes sushis dans leur mécanisme. Et c'est seulement aux gens qui ont staké leurs sushis, qui ont donc engagé, un peu verrouillé, mais ils peuvent sortir à tout moment, leurs sushis, qui vont avoir leur part des échanges. Alors justement, Monsieur Kevin de Monsieur TK nous avait expliqué un peu le staking, il nous disait que finalement c'est ce qui te permettait toi de contribuer, et c'est pour ça que tu étais rémunéré, de contribuer en fait à la sécurisation du réseau. Tu contribues à ça et c'est pour ça qu'on te rémunérait. C'est le même concept là dont tu parles en fait quand tu stakes chez Sushi, c'est ça que tu donnes comme service ou... Bah, on est à un niveau plus élevé, disons, puisqu'il n'y a pas de réseau à sécuriser, puisque Sushi ça tourne sur Ethereum. Mais dans le haut niveau, c'est à peu près la même chose. Mais là, en l'occurrence, chez Sushi, non, les tokens sont juste stakés. C'est une forme d'engagement, mais en soi, ils ne font rien de spécial. Ils sont juste là. Ouais, parce que c'est ça aussi qui m'intéressait aussi de savoir par rapport à la relation, tu vois, entre parce que ça a été le cas sur Uniswap, tu vois, le token Uniswap, on en a parlé, il a explosé en valeur. La relation en fait entre la valeur du token du projet et les rendements que tu peux obtenir en interagissant avec ce token et aussi finalement les transactions qui apparaissent sur ce token. Grosso modo, est-ce que plus il y a de transactions sur Sushi, plus la valeur de mon token va augmenter? C'est ça qu'il faut se dire ou? Alors, dans le cas de Sushi, oui, parce que c'est un échangeur. C'est un service d'échange, donc en effet, a priori, tu assumes que s'il y a plus de transactions, le volume a augmenté et donc la part des frais capturés a augmenté et donc c'est plutôt bon pour Sushi. C'est pas forcément le cas pour tous, mais oui, généralement, il y a des mécanismes de capture de valeur sur les différents services. Donc, par exemple, on vous parlait tout à l'heure de services d'emprunt. Bah, sur les services d'emprunt, vous allez payer en fonction des services, soit un taux annuel comme on a l'habitude en finance classique, j'imagine, soit des mécanismes qui sont un peu plus de chez nous, qui sont les initiation fees et les termination fees. C'est-à-dire, en gros, vous n'avez pas de taux annuel, mais lorsque vous créez l'emprunt, vous allez payer, en gros, vous allez devoir rembourser peut-être 0,5% de plus que ce que vous avez emprunté. Et voilà, il n'y a pas de taux annuel, vous pouvez garder l'emprunt tant que vous voulez. Parfois, c'est des mécanismes comme ça. D'autres plateformes encore, c'est vous empruntez 10 000, mais vous allez devoir rembourser 10 300, par exemple, parce qu'il y a un frais au remboursement. Chacun un peu capture la valeur à sa manière en fonction de sa verticale, j'ai envie de dire. D'accord. Et sur un projet, enfin, on parlait de soit de tenir le token Sushi, soit de donner de la liquidité. Comment tu décides de ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu préfères Ça c'est un choix qui est vraiment pas évident. Alors après on rentre dans des thématiques un peu techniques, mais il y a cette notion de impermanent loss quand tu apportes de la liquidité. C'est en gros l'idée que quand tu apportes de la liquidité, donc ton exposition va être maintenue 50-50 dans les mécanismes les plus basiques. Et donc tu comprends bien que si par exemple tu rentres dans cette situation entre Ether et Sushi, on va prendre un cas extrême pour que tout le monde comprenne, avec Ether à 3000 et Sushi à 10, et que, mettons, un mois plus tard, tu as Sushi à 100 et Ether à 3000 toujours, et bien donc mécaniquement, toi, ton exposition qui reste 50-50, tu auras vendu énormément de Sushi pour de l'Ether. Sauf que le Sushi aura pris en valeur. C'est ça qu'on appelle la perte impermanente, en fait. C'est-à-dire qu'en soi, tu auras techniquement perdu de l'argent par rapport à si tu avais juste gardé tes deux tokens tels quels. En fait, l'apport de liquidité, c'est intéressant quand les deux tokens bougent en synergie en termes de prix. Par contre, s'ils décorrélèrent, alors là, ça peut se traduire par des pertes impermanentes importantes. Et ça, c'est un risque que t'as pas quand tu détiens juste le token que tu achètes sur un échange. C'est ça, quand t'es en staking, ce qu'on appelle single asset, pour les services qui le permettent, comme Sushi. Donc, par exemple, sur Sushi, si vous êtes très, très optimiste sur Sushi et que vous voulez pas prendre ce risque-là, ça sera probablement mieux de garder vos Sushi tels quels et de les staker, donc, dans le fameux mécanisme de partage de revenus de l'échange. Comme ça, vous allez avoir plus de Sushi lorsque vous sortirez de ce staking. Et après, ça, c'est en fonction de votre thèse, mais a priori, plus de Sushi sur un Sushi qui vaudra plus cher si vous aviez raison. Ouais. Donc, tu prends un peu plus de distance, mais t'as un peu moins de rendement aussi, j'imagine, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Ça dépend des situations après, parce que en gros, tu préserves la quantité de tokens que tu as. Donc, si tu es très optimiste sur l'appréciation du token, c'est le chemin le plus profitable. Après, l'apport de liquidité, ça a aussi de l'intérêt. Il y a tout un tas d'incitations. Tu vas collecter des frais. C'est vraiment deux activités différentes et c'est un peu en fonction de quelle est ta perspective sur le token et à quel point est-ce que c'est une part importante, disons, de ta stratégie ou pas, parce que ça joue pas mal aussi en termes de modulation du risque, l'apport de liquidité. Ouais.
Ouais. Je voulais t'emmener sur le terrain évidemment bien détaillé de la DeFi et comment ça fonctionne et comment on peut concrètement organiser les choses pour avoir du rendement et limiter son risque. Hein, finalement, ça va revenir à ça. Mais juste avant ça, parce qu'on était sur la tokenomics, et ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi pas mal parce que c'est assez flou pour moi. Tu vois pas mal de plateformes arriver comme Avax, choses comme ça. Tu as des airdrops aussi, tu as des gens, qui font partie du projet, qui te donnent des incentives via les airdrops ou via des rémunérations autres. Qu'est-ce que tu vois, je suis un peu perdu en fait dans tout ça, à savoir en fait. Bon, j'imagine que c'est un univers qui se construit, donc il y a des acteurs qui arrivent, des acteurs qui vont pas survivre, etc. Mais comment peut-être avoir un bon sens paysan dans dans tout ça et faire un peu la part de ce qui est solide, ce qui est pas solide, et ce qui est intéressant ou pas par rapport à ces incentives et des projets, quoi. Alors, comme je te disais tout à l'heure, en effet, avec le liquidity mining, c'est une approche quand même sympathique puisque ça permet de distribuer le token de la plateforme a priori à ses utilisateurs. Mais il y a en effet un peu de l'abus, ou disons qu'il y a des services où en fait 95% de leur rendement ils viennent de la distribution de leur token natif. Et donc là, en effet, c'est pas fou pour le token puisque typiquement les gens ils vont vouloir réaliser leur rendement. Et comment ils réalisent leur rendement? En vendant le token. S'il y en a beaucoup qui commencent à faire ça, typiquement, on a un token dont la valeur ne s'appréciera plus jamais et qui part en spirale, en spirale de mort. Ouais. Donc c'est vraiment peut-être le bon sens paysan, ça serait ça. Ça serait ok, d'accord. En fait, il y a des plateformes qui ont du liquidity mining, et il y en a d'autres qui en ont pas, mais la plupart en ont. Donc moi je dirais c'est ok. Si on enlève le liquidity mining, est-ce qu'il tient à ton château de cartes? Alors après, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des services entiers qui sont construits sur une utilisation maligne du liquidity mining. Par exemple, Curve. Mais eux, la manière dont ils font du liquidity mining, disons que ça, c'est 3 ou 4 niveaux au-dessus de tout le reste de l'industrie. Et ils ont commencé à le faire il y a 1 an. Personne n'avait rien compris au liquidity mining vraiment et comment structurer ça dans une démarche long terme. Donc voilà, il y a quelques cas particuliers où ça marche bien, mais il y a des cas où c'est juste complètement absurde. Par exemple, moi, il y a un cas qui me fascine. C'est la plateforme d'emprunt Compound qui a lancé son liquidity mining, un des premiers à être lancé, je crois, en mai, peut-être 2021, un truc comme ça. Et en fait, si on fait le calcul, elle a dépensé plus en son token natif à donner aux gens pour utiliser la plateforme que ce qu'elle a attiré. Enfin, ça n'a aucun sens, si tu veux. Si tu compares les chiffres, je sais plus exactement en tête, mais mettons, c'est un truc du genre, ils ont dépensé 5 milliards pour collecter 5 millions de frais et attirer 10 milliards de TVA. Donc pas super fou, quoi. TVL, c'est la valeur lockée, quoi. C'est la valeur lockée dans le protocole. Et c'est un peu pareil côté AV où je crois que ça dépense 500, 600 millions par trimestre, un truc comme ça, pour collecter 5-10 millions de frais. Et pas de problème. Liquidity mining, juste pour rappel, c'est le fait de donner de la liquidité pour que les échanges puissent se faire sur le réseau proposé, c'est ça? Non, c'est vraiment un concept plus basique. C'est en gros, tu utilises un service qui a un token et il va te donner de son token quand tu utilises le service. Donc si c'est un service d'emprunt par exemple, si tu empruntes ou que tu déposes du collatéral, il va te donner un peu de son token. Si c'est je sais pas, il y a d'autres services par exemple de rendement qui vont te distribuer de leur token natif si tu déposes des tokens pour travailler chez eux. Donc c'est vraiment cette idée-là juste par l'utilisation de la plateforme, vous allez gagner du token natif et donc une capacité de gouvernance sur cette plateforme. D'accord. Et quel est l'intérêt des porteurs du projet à avoir plus de liquidity mining, justement, de plus en plus? En fait, je pense qu'initialement, ça s'est un peu fait en réaction, notamment si on va prendre un token comme Compound, parce que tout le monde va bien comprendre comme ça. Il faut comprendre que Compound, donc, ça a été un projet, il y a probablement eu une private sale ou des choses comme ça. Et donc, au fond, il y a eu des investisseurs initiaux. Et après, le service s'est vraiment lancé et a commencé à être utilisé. Et je pense que la vision initiale du liquidity mining, c'était vraiment de réduire cet écart. C'est-à-dire, comment on fait en sorte que nos utilisateurs deviennent nos holders. Ça aligne bien les intérêts à ce niveau-là, a priori. Mais le problème, c'est on tombe dans la situation que je vous disais tout à l'heure, que quand l'essentiel de votre rendement provient du token de gouvernance de la plateforme, typiquement, vous n'allez pas forcément être dans une démarche de « Ah, c'est chouette, j'accumule plein de capacités de gouvernance sur cette plateforme, je vais pouvoir faire des choses fabuleuses avec. » Vous êtes plutôt dans une démarche de « Ok, ce truc-là, je le dump, je le vends toutes les semaines. Tant que son prix tient, tant mieux. Le jour où ça s'écroule, tant pis, j'en aurais bien profité. »
Ouais, et c'est là où c'est du one shot, et c'est là où tu te fais avoir dans un trap, etc. Juste sur ce que tu disais tout de suite, l'intérêt quand même d'avoir des utilisateurs qui deviennent des holders. On peut creuser un peu plus encore là, savoir pourquoi en fait. Là, je vais prendre un de mes sujets favoris. Donc, c'est un échangeur qui s'appelle Curve Finance. Et eux, donc, je vous disais, pour moi, c'est une des implémentations de liquidity mining, mais vraiment 3-4 grades au-dessus de toutes les autres, quoi. Les autres sont en cours de récré. Eux, ils étaient en recherche académique, quoi, quand ils ont lancé leur première itération. D'ailleurs, c'est marrant, c'est de voir que les autres projets commencent à copier ce projet-là un an et demi plus après qu'ils aient envoyé leur première itération. Donc, on parle de Curve Finance, un service d'échange, donc. Et là, j'aime bien ce qu'ils font avec leur liquidity mining parce que, en fait, eux, ils ont une thématique, si vous voulez, c'est que ils ont les possesseurs du token CRV, donc le token natif de Curve, qui ont une capacité de gouvernance sur Curve et qui peuvent définir notamment l'allocation des incitations. Donc, combien de CRV pour quel token sur Curve. Donc, c'est très important, c'est très puissant. Et aussi la capacité de gouvernance sur Curve. Et de l'autre côté, ils ont les apporteurs de liquidité, qui sont potentiellement des holders CRV s'ils sont intéressés par CRV initialement, mais qui, a priori, n'ont pas besoin de CRV pour apporter de la liquidité sur Curve. Mais là où c'est beau, en fait, c'est qu'ils ont fait un mécanisme, si tu veux, qui fait du vase communicant entre les deux populations. C'est-à-dire que si tu es apporteur de liquidité, bah, tu vas gagner du CRV avec ton apport de liquidité en plus de ton rendement natif. Mais maintenant, si tu possèdes du CRV, le token, eh bien, tu peux le verrouiller au sein de la DAO de Curve. Et là, ça va te donner accès à tout ce que je disais, donc capacité de gouvernance, de te prononcer sur les poids de chaque pool, mais aussi, ça fait ce qu'on appelle un boost sur tes rendements d'apport de liquidité. Donc, tu vois, une certaine synergie, c'est-à-dire un gros apporteur de liquidité, il a un grand intérêt à avoir des CRV et à les verrouiller, mais ça tombe bien puisqu'il en produit beaucoup chaque jour vu qu'il apporte beaucoup de liquidité. Donc, il a juste à les prendre et à les mettre dans le mécanisme pour augmenter son rendement progressivement. Dans le même sens, quelqu'un qui possède beaucoup de CRV et qui les a verrouillés au sein de la DAO, il va avoir un certain rendement et tout ça. Mais en fait, il est dans une situation où il a de la capacité de boost importante puisqu'il a beaucoup de CRV et donc il peut potentiellement déposer des tokens en LP et avoir un rendement très attractif puisque le boost maximum, par exemple, pour vous donner une idée, c'est fois 2,5. C'est-à-dire, s'il y a une pool donnée en stablecoin, par exemple, qui vous paye 7% en CRV, quelqu'un qui est en mesure de la booster au maximum, lui va prendre 17,5%. Ou 18, un truc comme ça. Donc, vous voyez, l'écart quand même n'est pas du tout négligeable. Et donc, tout ça ensemble, ça fait que apporteurs de liquidité deviennent possesseurs de tokens CRV, possesseurs de tokens CRV deviennent apporteurs de liquidité, et au final, on a eu un bel alignement des populations, et le tout sous l'égide de la DAO Curve. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Curve, la DAO, qui arrive à projeter ses besoins à la fois sur les apporteurs de liquidité et sur les possesseurs du token pour qu'ils agissent dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la structure, qui est donc maximiser la liquidité disponible et faire les meilleurs choix possibles en termes de où est-ce qu'on alloue les tokens CRV sur les différentes pools. D'accord. Et alors ça c'est un cercle vertueux. Et juste on précise, hein, le DAO, quand tu parles de DAO, en fait c'est l'équivalent du comité de direction du projet, quoi. Ouais, d'accord. Par exemple sur Curve, donc comme je vous disais, la DAO c'est tous les possesseurs de tokens CRV. On n'a pas besoin de savoir qui vous êtes. La seule chose c'est de verrouiller ces tokens au sein donc de ce contrat. Et une fois que c'est fait, vous obtenez une reconnaissance de votre capacité de gouvernance, qui est le VECRV. Et ça vous permet de voter sur les différentes pools, de booster et de voter dans les décisions même de gouvernance plus générales sur l'échange, du style, est-ce qu'on devrait se lancer sur cette nouvelle chain, ou est-ce qu'on devrait mettre nos incentives CRV sur cette nouvelle pool, toutes les décisions qu'ils ont à prendre. Ouais. Mais c'est là où je pense que il y a un drift par rapport à si on situe dans une société, dans une entreprise, par exemple, parce que, et c'est là où je comprends, enfin, le modèle économique, je le saisis pas encore tout à fait parce que, dans une entreprise, typiquement, tu vas avoir des actionnaires et en fait, qu'est-ce que tu veux des actionnaires? En général, tu veux qui t'apportent du capital pour que tu fasses des investissements, que tu lui retribues tu leur rétribues de la valeur derrière avec des dividendes, etc. Mais là, si on fait le parallèle, on incite les gens à devenir, plus décisionnaires, en fait, à avoir la gouvernance dans la gouvernance. Mais si c'est des gens mal intentionnés ou mal informés ou qui vont pas aller dans le bon sens,
peu importe, parce que, enfin, on les choisit pas ces gens-là, tu vois. Donc, quel est l'intérêt pour les porteurs de projet quand tu lances un projet comme ça? J'imagine qu'il y a quand même un intérêt économique quelque part. Le cercle vertueux, il arrive où, au fait, à la fin, quoi? Si on arrive à plus de gouvernance, quel est l'intérêt pour les porteurs, quoi? Il y a des situations, des protocoles où la gouvernance prend des décisions qui sont clairement pas dans le meilleur intérêt du protocole. La gouvernance a été, moi, ce que j'appelle détournée, donc, par un différent groupe d'acteurs qui se servent des fonds possédés par le protocole, un peu comme de leur petit cochon, quoi. Ça existe, hein. Faut être lucide là-dessus. Maintenant, juste pour prendre un pas de recul, quand même, c'est plus déjà une réflexion au niveau de comment on conçoit les systèmes. Alors, ça va être un peu bizarre peut-être comme comparaison, mais on va le dire comme ça. Vous allez au Louvre. Le système de sécurité du Louvre ou d'un musée standard, il est conçu dans l'idée que tout le monde est suspect. Et donc, on vérifie tout le monde à l'entrée, tout le monde montre son passe sanitaire, tout le monde ouvre son sac. Les systèmes crypto en général, que ce soit le réseau Bitcoin, Ethereum et les apps DeFi bien conçues, elles sont pas conçues avec une assumption que tout le monde est coupable. Elles sont construites avec une assumption que on n'a pas besoin que tout le monde soit de bonne volonté pour que ça marche. Je pense que c'est un peu la même réflexion dans la gouvernance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 100% des gens qui sont des acteurs de bonne foi. Tout ce qu'il faut, c'est qu'en gros, le pouvoir soit effectivement au sein du groupe qui représente vraiment le meilleur intérêt du protocole. Donc après, ça, c'est un jeu il y a les mécanismes au niveau du vote avec le token, mais il y a aussi toute la structure plus informelle de gouvernance qui a de l'influence dans la communauté quand il suggère une idée ou quand il s'exprime, et des choses comme ça. Et donc ça, il faut pas sous-estimer non plus ce côté plus informel. Mais donc, après, pour résoudre ces tensions-là, encore une fois, moi, la plus belle solution que j'ai trouvée, c'est le côté de Curve, parce que j'ai oublié de te donner un petit détail, mais je pense que tu vas comprendre tout de suite quand je te le donne. C'est que donc, je te disais, pour Curve, pour t'impliquer au niveau de la DAO, il faut verrouiller tes tokens. Sauf que là, il y a un petit filtre qui s'applique, en fait. C'est-à-dire que tu peux verrouiller tes tokens de 3 mois, je crois, à 4 ans. Mais en fait, tu vas pas avoir la même capacité de vote effective en fonction de la durée de vote. Donc, c'était pour vous donner une idée, c'est-à-dire un gars qui arrive avec 10 000 CRV qu'il verrouille 3 mois, il va avoir autant de puissance au sein de Curve qu'un gars qui arrive avec 1000 CRV qu'il verrouille 4 ans. Quelque chose comme ça, ou peut-être un peu moins. Mais vous voyez les ordres de grandeur. Donc, en fait, on peut compenser le fait de pas être un énorme porteur par le fait que, OK, mais moi, je suis prêt à m'engager 4 ans avec vous. D'accord. Et ça rééquilibre un peu les forces, parce qu'un gars qui est engagé 4 ans, a priori, bon, peut-être sur les derniers mois ou autre, il va faire des bêtises, mais a priori, quand même, pour les quelques années à venir, le gars, il a quand même 2 ton token. Donc, si il fait des choses nuisibles à la plateforme, il va aussi contre son propre investissement, dans lequel il est verrouillé. Ouais, bien sûr. Et c'est peut-être là aussi que, si on reste sur le purement économique, c'est peut-être là où l'intérêt de l'équipe dirigeante, du créateur, du porteur de projet, de Curve, se trouve, c'est que quelqu'un qui bloque pendant 4 ans ses fonds, avec ses fonds, tu peux générer forcément beaucoup d'argent. Et donc c'est là que c'est intéressant de ce point de vue-là d'avoir beaucoup de gens qui loquent leurs fonds pendant longtemps, quoi, et qui en récompense de ça ont un droit de parole sur les choses, quoi. C'est ça à peu près, ou? C'est ça. Après oui, ils ont accès à du rendement aussi en verrouillant, hein. Donc il y a des incitations, c'est juste ça correspond à leur part des frais de l'échange Curve, quoi. Ouais, d'accord. Mais bon, j'imagine qu'il se retrouve quand même, quoi. Il y a une certaine marge qui retrouve du temps de CE, sinon je pense pas qu'il ferait. Enfin, tu penses que on va dire l'objectif principal de ces porteurs de projets, c'est vraiment totalement désintéressé économiquement? Alors non, bien sûr, hein, ça faut pas se leurrer, mais il faut aussi comprendre que cette décentralisation, elle a d'autres intérêts, et notamment pour les porteurs de projets. Pour le mettre simplement, c'est vraiment une condition nécessaire pour que le projet, notamment d'un point de vue légal, soit considéré comme décentralisé. Parce que si vous avez un projet entre guillemets décentralisé, on va le dire comme ça, dont vous avez une équipe de 4 personnes identifiées dans le vrai monde qui prennent toutes les décisions sur le protocole, disons que vous pouvez appeler ça décentralisé, mais les systèmes judiciaires mondiaux sont quand même pas stupides. Ils voient 4 têtes décidantes et responsables, et ils comprennent 4 responsables, quoi. Donc la démarche de décentralisation, c'est aussi ça, c'est distribuer la responsabilité. Ouais, non, c'est clair, non, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Effectivement, il y a une certaine logique qu'il faut choper sur ce monde-là, et ça change, quoi. Ouais, carrément.
Ok, top. Bah écoute, on s'est un peu égaré du coup là du sujet, mais peut-être juste pour en revenir sur des choses un peu plus pratiques, du moins si on peut y arriver, sur finalement comment exploiter au mieux avec les connaissances qu'on a aujourd'hui la finance décentralisée pour s'assurer des meilleurs rendements au moindre risque possible. Donc évidemment, on peut pas avoir une réponse définie parce que ça dépend du profil de risque de chacun qui est très différent. Mais si on fait un petit peu un échelonnage, on va dire, de ce à quoi on a accès et qui soit raisonnablement quand même safe, enfin, tu vois, Ouais, il y a quelques applis qui tournent depuis un petit bout de temps maintenant et qui sont assez robustes. Il y a même des services qui sont faits un peu pour ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle des agrégateurs de rendement. En gros, vous allez déposer un token donné là-bas, par exemple un stablecoin dollar, et eux, ils vont déployer différentes stratégies pour le faire produire un rendement, capturer une part de ce rendement, bien sûr, et vous renvoyer le reste. Donc là, je sais pas, par exemple, un de ces services, c'est Yearn Finance. Mhm. Et là, en ce moment, ils vous disent 6,80% sur vos USDC, qui est un stablecoin dollar, pour vous donner une idée. Et là, on est aussi décentralisé, on a quand même la main sur les choses ou on dépend de Yearn Finance finalement. Alors, c'est pas totalement décentralisé, mais c'est quand même assez bien fichu. En fait, vraiment, Yearn, c'est un peu un méta-protocole, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en lui-même, Yearn ne va pas faire grand-chose. Alors, entre guillemets, hein, parce que c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que concrètement, vous posez des USDC sur Yearn. Bah, Yearn, lui, ce qu'il fait, c'est de déployer ça sur plusieurs stratégies simultanées, potentiellement. Et pour aller farmer, par exemple, je sais pas moi, Comp, AV et un autre protocole en même temps. Farmer, tu peux expliquer juste ce que Pardon. Du coup, aller déposer les fonds dans ces protocoles-là parce que il y a de l'intérêt à faire, parce qu'ils vont être prêtés à d'autres utilisateurs, que potentiellement il y a aussi du fameux liquidity mining. Voilà, ils vont essayer de trouver différentes sources de revenus pour un peu les composer, quoi. Donc là, pour vous donner une idée, par exemple, parce que c'est quand même pas rien, ce Vault-là, donc le Vault USDC de Yearn, il est en train de travailler sur 11 stratégies en même temps. Il travaille sur Curve, sur Idle, sur Pull Together, sur Rook, sur Comp, à deux manières différentes, sur Balancer. Donc voilà, c'est un peu ça que j'entends par méta-protocole. C'est dans le sens où, en soi, ce que fait Yearn, vous pourriez le faire vous-même, mais ça implique d'aller poser dans 10 protocoles différents, avec les frais en gaz, et ainsi de suite. Et là, au final, Yearn a une logique de mutualisation. C'est, venez, on met tous nos USDC ensemble et nous, on a ce super contrat qui va faire tout ça pour vous. Bon, il prend sa petite commission, mais croyez-moi, vu que le rendement est quand même bien meilleur en allant farmer tout ça, c'est dans ton intérêt, c'est dans mon intérêt. A priori. Après, ça dépend. Ouais. Et on s'expose pas à un risque un peu de concentration, enfin de dépendance de cet acteur-là, si jamais il met la clé sous la porte ou bien, tu vois. Alors, là, oui, il y a le risque le risque technique lié à l'acteur. Alors après, non, leurs contrats, je crois qu'ils sont quand même assez autonomes. Mais il y a aussi surtout le risque composé des 11 autres services que vous farmez. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur un des services qui est utilisé par le Vault, en effet, ça peut impacter le Vault. Il y a pas de magie, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Et ça, tu dirais que c'est peut-être la stratégie la plus basique, ou le plus safe, la moins chronophage, quoi. Alors c'est la plus passive et généralement c'est assez apprécié parce que Yearn c'est quand même un protocole qui s'est lancé, qui existe depuis un petit bout de temps, bientôt 2 ans, qui s'est effectivement lancé l'année dernière. Donc si tu veux, ils ont une certaine track record, comme on dirait, quoi. Ils ont un peu fait leurs preuves. Après il y a d'autres solutions bien sûr avec des rendements plus attractifs potentiellement. Après ça dépend voilà de l'exposition qu'on veut prendre. Voilà, en termes de rendement sur des stablecoins, parce qu'il faut quand même un peu mettre l'eau à la bouffe. Alors ça dépend, mais disons sur les stablecoins exotiques, les gens les plus compétents peuvent tirer 70-80% de rendement annuel. Sur les stablecoins les plus communs, mais en utilisant des stratégies un peu plus créatives que Yearn, on peut aller chercher dans les 20-30%. Et en rentrant dans des expositions composées sur plusieurs stablecoins avec du leverage, on pourra aller chercher dans les 50-60% sur du dollar toujours. Et donc, ce que j'appelle stablecoin exotique, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, c'est donc la plupart des stablecoins sont basés sur le dollar, et ça commence à apparaître. Il commence à y avoir quelques stablecoins sur d'autres monnaies fiduciaires, typiquement l'euro, mais aussi le KRW, la monnaie coréenne, la monnaie japonaise, le franc suisse, ou même la pound britannique.
Ouais. Et là, on s'expose à plus de risques parce qu'il y a moins d'historique aussi par rapport à la capacité de ce stablecoin lui-même de rester non volatile, quoi. Typiquement, oui, c'est des stablecoins plus récents. Alors l'euro, il y en a quand même quelques-uns qui sont. Eures, il a presque un an, je crois, mais oui, ils sont quand même tous beaucoup plus récents et dans des approches un peu différentes. Tiens, en te parlant de ça, je viens de découvrir qu'il y a un nouveau stablecoin euro qui s'appelle l'EUR-N. Ok, bon, on apprend tous les jours. Et comment, justement, enfin, le procédé de ces stables qu'on le dit qui sont stables, comment ils sont finalement si stables que ça et si sûrs que ça? Est-ce que vraiment je crois qu'il y a une volonté du coup, un peu comme pour l'or, d'avoir l'équivalent fiduciaire backé quelque part dans un coffre? Ouais, exactement ce que tu dis. En gros, d'avoir une société dans le monde réel qui, mettons, par exemple, possède 10 milliards d'actifs au bilan et va émettre 10 milliards de tokens qui valent tous $1. Avec un mécanisme qui permet de redeem, donc de réclamer le sous-jacent de chaque token, avec potentiellement un petit frais et des conditions. Ça, c'est vraiment l'approche, disons, presque j'ai envie de dire l'approche russe, tu vois, bourrine, simple, efficace, ça marche. Sauf que ça te crée un gros acteur central dans le mécanisme qui est cette entité qui doit exister dans le monde réel, qui doit avoir un compte en banque ou quelque chose d'auditable, dans lequel il y a une quantité d'argent potentiellement faramineuse qui dort et qui doit dormir. Parce que si elle dort pas, ça devient dangereux. Donc c'est pas super efficace à ce niveau-là, à deux niveaux, au niveau de la centralisation et l'efficacité du capital, disons. Donc il y a d'autres approches qui se sont développées. Il y a des approches qui se basent sur toujours avoir au moins $1 en garantie par rapport au stablecoin émis, mais qui garantissent le stablecoin par potentiellement des tokens volatiles, avec du coup ce qu'on appelle de la surcollatéralisation. Donc ça c'est typiquement Maker par exemple, où en gros tu vas poser des Ethers sur Maker et tu vas pouvoir emprunter 2/3, un peu plus, de la valeur en dollars de tes Ethers à un instant T. Et ça, du coup, ça crée aussi un stablecoin qui est le DAI, qui a des mécanismes intéressants. Et après, il y a des mécanismes vraiment plus algorithmiques ou encore plus vraiment pure crypto. Mais on n'a pas encore trouvé, disons, la formule magique pour faire un stablecoin où on peut en avoir 500 milliards d'unités et ça tient à $1 et c'est bien efficace, décentralisé, transparent. Voilà, on le cherche encore. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le caillou dans la chaussure quand même de la DeFi, c'est stable finalement, la dépendance au stable, parce que quand tu donnes des rendements sur des stables qui soient exotiques ou non, même classiques, 30%, c'est énorme sur un stable classique. Il y a quand même enfin, on pourrait se dire c'est bon, c'est tout à fait sécurisé, etc. Mais si en fait effectivement ça dépend d'un élément central, c'est un risque quand même que tu dois prendre quand même. Mais c'est vrai qu'au final, le risque des stablecoins centralisés, de toute façon, il est un peu propagé dans toute la DeFi, quoi. Et donc, c'est vrai que tu le prends d'une certaine manière, même si tu en possèdes pas, puisque s'il y en a un qui tombe, ça va avoir des conséquences sur les différents marchés monétaires, peut-être sur les échangeurs et ainsi de suite. Après, oui, c'est aussi, j'ai envie de dire, je pense que tout le monde qui a un peu d'expérience en finance comprend que le rendement est un facteur du risque. Alors après, ça veut pas dire qu'en maximisant ton risque, tu maximises ton rendement, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais que généralement, les beaux rendements viennent avec des conditions. Il n'y a pas de déjeuner gratuit, comme ils disent en anglais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a quand même encore cette dépendance au monde réel qui est aussi la même chose quand tu penses aux moyens de paiement, notamment quand il y a des cartes crypto qui sont sur le marché, mais au final, enfin, c'est un peu, c'est pas complètement, enfin, tu vois. Mais après, pour être exhaustif, il y a quand même des solutions assez crédibles qui émergent à ce problème de stablecoin centralisé et très centré autour du dollar. Alors, c'est peut-être un peu technique pour l'audience, je sais pas, on peut creuser, mais moi, il y a deux projets que j'aime bien qui sont Liquity et Reflexer. Et donc, Liquity, lui, s'attaque au fait de faire un mécanisme inarrêtable, comme on disait tout à l'heure, pour produire un stablecoin dollar. Donc, un truc qu'aucun État, aucune entité pourrait empêcher de fonctionner. Et ça fonctionne, ça existe, ça tourne. Et il y a une autre approche qui est Reflexer, où eux, ils sont plus... Ok, nous on veut de la stabilité, de la vraie, qui s'appuie pas sur une monnaie fiduciaire. Comment on fait un actif stable qui est pas un stablecoin, dollar, euro ou qu'importe. Donc il y a conscience de ça. En fait, c'est des vrais enjeux, hein, parce que où est-ce qu'on va chercher la stabilité? On fait un panier de devises fiduciaires. Bon, on a fait un index de l'inflation, mais on n'a pas trouvé la stabilité. Ouais, bien sûr. On fait un panier de métaux précieux. On sait tous que c'est pas vraiment stable.
On se base sur, je sais pas, des trucs comme l'inflation. Tu vois, c'est très problématique. Du coup, nous, on cherche un peu notre propre source, disons, de stabilité pour avoir un truc qui vraiment, a priori, maintiendrait sa capacité d'achat sur 50 ou 100 ans, quoi. Ouais. Et sur cet exemple des des avec des stables un peu plus classiques et un rendement à 30%, comment tu t'y prends en fait globalement en fait? Quelle est la stratégie que tu mettrais en place pour réaliser ça par exemple? Alors, sur des stables pas classiques avec des rendements dans les 30%, voyons voir que je te dise des choses en situation. Voilà par exemple, donc en utilisant Curve Finance, dont on parlait tout à l'heure, en utilisant notamment un service qui est construit dessus, qui facilite la gestion des apports de liquidité, qui est Convex Finance, eh bien, un dépôt dans la pool Frax, qui est donc un stablecoin dollar partiellement algorithmique, vous donnera 31,67% de rendement annuel à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ça, en gros, vous êtes apporteur de liquidité entre Frax et d'autres stablecoins sur Curve. Et après, le token qui représente cet apport de liquidité est confié à Convex, qui va maximiser son rendement pour vous. Donc, il y a quand même du risque, voilà, apport de liquidité, exposition à plusieurs stablecoins, dont un qui est algorithmique, et utilisation aussi des contrats de Convex. Ça veut dire quoi, algorithmique? Pardon, c'est vrai, j'ai pas défini ça. Donc, algorithmique, c'est que, donc on vous disait, les stablecoins, grosso modo, c'est soit on fout un gros paquet d'argent en banque et on émet la même quantité, blabla. Et après, je vous parlais d'approches un peu plus natives de notre monde. Une de ces approches plus natives de notre monde, c'est de dire, en fait, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir $1 par stable? Est-ce qu'on peut pas avoir des garanties cryptographiques, mathématiques, qui font que le stablecoin va maintenir son prix, maintenir sa valeur, mais sans qu'on ait besoin d'immobiliser autant de capital? Et donc, c'est l'approche typiquement de Frax, qui est donc le principal stablecoin partiellement algorithmique. Et donc là, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, Frax est à 17,5% algorithmique. Donc, c'est-à-dire que il y a environ 460 millions de dollars au total de Frax, mais il y a à peu près 400 millions de dollars de collatéral. Ouais. Donc il y a le risque aussi de sous-collatérisation là-dedans, quoi, en fait. C'est ça. Et ben en fait, si vous voulez, du coup, ça pose problème si vraiment, en gros, 82,25% des fonds du système sortent d'un coup. Ce qui est quand même, je vous rappelle qu'une banque classique, ça saute si un dixième des fonds totaux veulent être retirés en même temps, hein. Donc on est quand même sur un truc qui est 8 fois plus résilient que la Société Générale. Ouais. Voilà. Après, je veux pas non plus le vendre comme le Messie, hein. Mais je veux juste dire qu'en fait, c'est ça aussi qui est très marrant, moi je trouve, c'est qu'en finance classique, on n'a pas du tout conscience des risques. En DeFi, n'importe quel pelé comme moi peut venir faire l'auditeur, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quand même assez fabuleux. Parce que moi, je suis qui, hein? J'ai une licence de lettres, j'ai fait une école de commerce, a priori, voilà, je suis pas un actuaire ou quoi que ce soit, j'ai pas de formation là-dessus. A priori, j'ai pas de compétences spécifiques, mais malgré tout, juste par ma curiosité, j'arrive à être en mesure de le faire. Oui, tout à fait. Ouais, parce que tu profites aussi du fait qu'on est early days, qu'on est vraiment dans les débuts. Et donc, si tu t'accroches un peu, tu as ce que les gens ont pas le temps ou pas l'envie d'avoir l'effort à faire pour y arriver, quoi. Ouais, exactement ça. J'ai pas idée j'ai littéralement un pote qui m'impressionne parce que j'arrête pas de lui dire ça, mais littéralement, je lui dis, en gros, toi, t'es le gars qui est prêt à faire les trucs que tout le monde trouve horribles, chiants, et ils ne veulent pas faire. Mais en fait, il les fait et ça paie. C'est le gars qui va t'éplucher. Tu sais, c'est un peu le Big Short que j'allais dire. C'est le gars qui va t'éplucher tous les mortgages et trucs. Non, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu dans le même genre. Il va aller voir tout le détail, éplucher tout le truc. Si ça lui permet de vérifier sa thèse, il le fera. Si ça lui prend 10 heures, il le fera quand même. Mais le truc, c'est que quand tu fais des choses comme ça, qui d'autre passe 10 heures à rechercher sur sa thèse? A priori, vous êtes une petite dizaine ou une centaine. Et ben, c'est un club assez fermé et généralement qui performe assez bien. Ouais. Non, mais c'est clair, t'as raison. Et alors sur ces stratégies, on disait, on peut avoir, sur du DAI 30+%. Il y a un délai, il y a un horizon de maintien de la position. C'est sur quel horizon, et est-ce que c'est plus ou moins automatisé? Faut être devant son écran tout le temps? Comment ça se Alors fonctionne? non, là c'est passif, hein. C'est-à-dire il n'y a pas de gestion requise. Et alors après, pour ta question de l'horizon, c'est en fait le principal facteur. Là, ça va être les frais en gaz, puisque donc rentrer dans cette position, ça va impliquer faire plusieurs transactions assez complexes sur le réseau Ethereum, et donc payer les frais de transaction associés. Et donc il y a toute cette thématique de compenser le coût en gaz, quoi. Et donc typiquement, pour donner une situation un peu extrême, vous n'allez pas poser 5000 balles pour un jour là-dedans, parce que vous comprenez bien que 5000 balles sur un jour, même à 30%, vous allez faire, allez, je sais pas, $10. Au mieux, je sais pas, voilà. Et vous allez payer probablement $350 de gaz pour déployer cette position initialement. Ouais.
ça se compense, si tu veux, le gaz, ça se compense par l'engagement temporel et la taille du capital. Donc, c'est pour ça que je peux pas trop te dire, au bout d'un mois, t'es rentable, parce que ça dépend, quoi. Le gars qui pose 2,5 millions, il est rentable dans 1 heure, en comptant sa sortie aussi. Parce que les frais en gaz, tu vois, tu payes pour une transaction, point. Que la transaction, elle transporte 100 ou 100 millions, tu payes autant. Mhm. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais enfin, ça présume quand même quand tu analyses tout ça. J'imagine quand même pas. Ça prend pas mal de temps sur l'arbitrage, sur qu'est-ce que je vais gagner, sans parler notamment de comment mettre en place ces stratégies, quelle plateforme s'enregistrer et tout. Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens peut-être pour démarrer et peut-être les travers auxquels il faut pas, il faut se préparer en fait. Alors, là, on a abordé une thématique qui est vraiment essentielle, en tout cas sur Ethereum Mainnet, il y a de la DeFi à d'autres endroits, mais qui est donc les coûts en gaz qui peuvent être assez conséquents, et notamment sur les petits capitaux et les débutants. Donc, pour éviter ça et pouvoir un peu découvrir sans se mordre les doigts, moi, je recommande plutôt d'aller sur ce qu'on appelle des sidechains ou d'autres réseaux qui sont moins coûteux. C'est typiquement le cas, par exemple, de Polygon, où là-bas, les frais de transaction sont vraiment marginaux, quoi. On parle de centièmes de dollars. D'accord. Et du coup, aller sur un réseau tel, ça permet un peu d'expérimenter. Tu vois, déjà, ça permet d'y aller avec 100 dollars sans se poser la question de combien d'années il va me falloir pour que je génère assez d'intérêt pour revenir sur mes frais en gaz. Et du coup, ça permet d'être plus libre dans ces expérimentations. Tiens, ok, je vais essayer l'apport de liquidité avec 20 dollars. On va voir ce que ça donne. Très bien, je ressors de là 3 jours plus tard avec 21 dollars. C'est peut-être pas si mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, parce que c'est très, on peut avoir cette discussion théorique, mais à un moment donné, il faut prendre son wallet et aller à l'aventure, quoi. Est-ce que sur Polygon, les services dont tu parlais tout à l'heure, Curve et Convex, tout ça, c'est utilisable également de la même façon que sur ETH? Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai tendance à envoyer les gens qui débutent là-bas. Alors, pour être tout à fait transparent quand même, parce que c'est important, le mécanisme de sécurisation de ce réseau est bien loin des garanties offertes par Ethereum. Mmh. Mais a priori, malgré le fait que c'est pas la folie en termes de décentralisation et de sécurité, pour débuter, et c'est pas des montants à 7 chiffres que vous allez mettre là-dessus, ça devrait aller. Et pourquoi c'est cool, justement, pour ce que tu soulignes, parce qu'en fait, on retrouve quasiment l'essentiel des applications de DeFi d'Ethereum là-bas, ou en tout cas une bonne partie. On va y retrouver les curves, les sushis, les balancers, les AV et d'autres protocoles natifs de Polygon aussi qui reprennent les mêmes mécaniques. Et donc, en fait, c'est un très bon terrain de jeu puisque vous allez pouvoir un peu vous essayer à l'apport de liquidité, à l'emprunt, au leverage, à tout un tas de... Même les options ou les dérivés, il y a un peu de tout maintenant. Et donc, jouer avec les mêmes outils, mais dans une sorte de petit bac à sable où, même si vous voulez faire un truc un peu débile, du genre apporter de la liquidité, et 3 minutes plus tard, vous vous dites, oh là là, non, c'était pas très malin ce que j'ai fait, vite, faut que je sors de là. Vous pouvez le faire sans regretter ça parce que ça vous aura coûté 250 balles de gaz pour rien, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, alors que si tu fais la même chose sur Uniswap, c'est compliqué, quoi. Enfin, déjà, tu peux pas faire vraiment les mêmes stratégies, mais quand tu vois les frais qu'il y a sur Uniswap, rien que pour de l'échange, ça va être à peu près 50 dollars pour un swap, ouais. c'est assez ouf, quoi. Bon, après, ça dépend de ce que tu swaps, quoi. Si tu swaps pour 40 000, est-ce que c'est cher payé, 50 dollars? Non, et puis ça dépend aussi de l'appréciation que tu gagnes, quoi. Ouais, parce que voilà, si tu gagnes en face, si t'as fait x10, 60 sur ton token, tu t'en fous d'avoir payé 50 dollars, voire 100 dollars, quoi, en fait. Tout à fait. Voilà, tout est relatif, quoi. Ouais, ça marche. Et sur ton expérience, et les gens, du coup, que tu coaches indirectement sur ton initiative un peu, ou du moins à qui tu transmets tes connaissances. Ouais, je préfère le dire comme ça que ouais, non, excuse-moi. C'est l'habitude, tu sais, on reçoit pas mal de gens qui sont dans le coaching. Oui, je vois. Mais le principe est le même dans le sens où tu as du coup cette position de voir un peu aussi les gens comment ils interagissent avec la DeFi et puis peut-être des parcours de gens qui ont commencé à gagner de l'argent tout simplement et même à en vivre finalement. C'est très varié. Ouais, comment tu peux décrire ça, quoi? Qu'est-ce que tu peux décrire sur ça, ce que tu as vu? Alors peut-être juste sur ma démarche, moi je me vois plus comme un attisateur de curiosité. On va le dire comme ça, et peut-être aussi essayer de stimuler la réflexion, quoi. En tout cas, j'aimerais bien que mon activité corresponde à ça. Donc, au niveau des parcours individuels de gens, c'est vrai qu'il y a un peu de tout, quoi.
Il y en a qui vont plus ouais, on voit de tout, quoi. Il y a des profils très traders, quoi, qui vont chercher les projets avec des très gros potentiels et faire des paris. Mais il y a un peu de tout, quoi. Il y a des gens que récemment, par exemple, il y a des gens que je connais qui ont eu de très bons résultats avec les tokens non fongibles, les fameux NFT. Il y en a qui sont aussi plus dans une démarche de, en fait, ils vont pas investir de leur argent, ils vont investir de leur temps. Ils vont, par exemple, j'ai un ami, c'est devenu, moi je l'appelle le représentant France auprès des protocoles DeFi, parce que c'est un peu ça, tu vois, c'est un protocole pertinent, il se lance. Je sais que ce gars-là, il les a DM, il est dans leur équipe de modération, il est en train de traduire leur white paper, il est en train d'organiser leur communauté francophone, tu vois. Ça, il a pris ses fonctions, quoi. Le truc, il a pas hier et il est déjà là. Moi, j'arrive sur le Discord. Ah, tiens, c'est bizarre. C'est un peu ça. Mais tu vois, ça marche bien pour lui. Ça lui permet d'avoir accès à ses projets. Du coup, il a accès potentiellement à une information plus qualitative pour faire des meilleures décisions. Mais aussi, ces projets, ils reconnaissent ces travails-là avec leur token qui est une forme de rémunération. Et ainsi de suite. Donc voilà, en gros, il investit de son temps pour gagner de l'information et un peu de capital et après faire fructifier ce capital. C'est aussi une approche. Ouais. Non, c'est fascinant parce que il y a vraiment des parcours aussi très différents sur cet univers et des rôles que tu peux avoir vraiment très différents du développeur à effectivement la personne comme ton contact là qui est sur les DAO et puis qui cherche à être dans la gouvernance et à comprendre en fait les mécanismes, en passant même par les gens qui sont juste là pour influencer et faire du chill sur du token. Tout à fait. Dans ce monde-là, tu peux gagner ta vie finalement, enfin gagner ta vie, si on peut dire comme ça, en tout cas être rémunéré, puis en vivre de plusieurs manières, j'ai l'impression différentes, mais on a du mal à percevoir à quel point, tu vois, ça reste encore assez obscur, quoi, tu vois. Et on veut pas non plus croire, tu vois, les gens qui sont sur YouTube et dire ouais c'est bon. Moi je fais tant et tout. Non, c'est vrai. Après, tu le vois quand même dans certaines choses. Moi, par exemple, il y a des trucs qui m'a toujours fasciné, c'est il y a des gens qui ont eu de très belles réussites avec certains protocoles et qui après dédient leur présence en ligne un peu à ça. Par exemple, il y a un compte Twitter que j'aime bien, il s'appelle CRV Pensioner. Et donc, rien qu'avec le nom, t'as compris. En gros, le gars, il vit du CRV, quoi. Probablement un mec qui a repéré Curve très tôt, qui a compris qu'elle allait se passer, qui s'est positionné. Et en fait, maintenant, il s'est tellement bien positionné qu'il doit dégager des retours conséquents. Parce que je vous parlais tout à l'heure d'une pool stablecoin à 30% sur Curve. Vous imaginez qu'un gars comme ça, avec tous ses tokens et toute sa connaissance, il tire probablement beaucoup plus que ça et sur des sommes conséquentes. Ouais. Donc, il en vit très largement. Voilà, ouais. Je sais pas, moi je le connais juste par Twitter. Salut si tu parles français d'ailleurs, mais je crois pas. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Bah écoute, vraiment merci. Je crois qu'on arrive un petit peu sur la fin de l'épisode, même s'il y aura énormément de choses à dire. On a à peine écorché la surface du sujet, mais il fallait bien commencer par quelque part. Et je pense de t'avoir eu, ça a été vraiment super utile. Donc ouais, vraiment merci beaucoup pour ta participation. Est-ce que tu pourrais conseiller peut-être aux gens quelles seraient les ressources que tu pourrais conseiller pour peut-être démarrer, être cadré, pas se disperser surtout parce qu'il y a énormément de trucs, quoi. C'est ça. Alors moi le conseil que je donne, c'est vraiment de creuser une verticale, quoi. C'est-à-dire tu rentres dans un monde qui est vaste, on a les NFT, il y a les jeux, il y a le social, il y a la DAO, il y a la DeFi, il y a le consensus, il y a 40 milliards de trucs, tu peux un peu aller dans tous les sens. Donc c'est bien à terme, dans 2 ans, si vous avez compris, vous êtes capable d'expliquer tout ça, c'est cool. Mais pour commencer, peut-être que, je sais pas, vous allez vous dire, OK, moi, ce qui m'intrigue vraiment en DeFi, c'est qu'il y a des inconnus qui prêtent de l'argent à d'autres inconnus, et tout ça, ça tourne, ils savent même pas qui ils sont, il y a pas de flic pour assurer que le gars, il va te rembourser, et pourtant, ça marche. Je vais essayer de comprendre ça. Tu vois, ou un autre, mais tu vois ce que je veux dire, de prendre une verticale et de la creuser. Ok, alors comment ça marche un marché monétaire, pourquoi il y a du rendement et ainsi de suite, qu'est-ce que je peux faire avec, et ça te permet vraiment de monter en compétence. Après, en termes de ressources, je te parlais tout à l'heure de mon blog, j'ai une petite page pour aider à la découverte, mais surtout plus que mon autopromo, si j'en garde qu'un, c'est vraiment DeFi France, parce que il y a toute cette démarche aussi vraiment communautaire, c'est-à-dire que vous allez voir des trucs bizarres, des trucs qui vous remettent en question plein de choses, et c'est pas une découverte. Enfin, peut-être qu'on peut la faire tout seul. Les premiers d'entre nous, ils l'ont fait un peu tout seul, mais ils l'ont pas vraiment fait tout seul non plus. Voilà, ils l'ont fait avec d'autres curieux qui étaient là à ce moment-là. Et donc, je pense que c'est vraiment le truc important, c'est de savoir s'entourer dans sa découverte, et pas que dans la découverte d'ailleurs, hein, parce que si ça devient un peu votre occupation principale, vous allez retomber dans le même problème. C'est-à-dire que moi, je suis pas un expert sur 40 sujets.
Moi, je vous parle en gros, ma spécialité, disons, c'est DeFi, stablecoin, marché monétaire, et j'ai un intérêt pour les NFT. Maintenant, quand je veux analyser un protocole d'options, je peux le faire à haut niveau, mais si je veux vraiment une analyse solide, je vais aller demander à un de mes potes qui s'y connaît bien en options. Si je veux, tu vois, c'est ça en fait. Et en gros, c'est l'idée de réseau, c'est que tu pourras jamais être sur tous les coups, tu pourras jamais avoir toutes les expertises. Par contre, tu peux te faire une jolie petite famille qui partage l'expertise et l'alpha, comme on dit. Et là, ça peut donner des résultats assez sympas. Super. Ouais, non, mais c'est un super conseil. Je pense qu'il s'applique à d'autres domaines aussi, mais effectivement, mieux être le master de ta niche à toi. C'est ça. plutôt qu'essayer d'être le médiocre de beaucoup de domaines, quoi, finalement. Mm-hmm. Donc, ouais, non, c'est super. Super. Bah, écoute, merci infiniment, Brice. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent continuer la conversation? Bien sûr. Alors, moi, je suis sur Twitter où je partage un peu sur la DeFi et tout ce que je fais. C'est un peu la ressource principale pour me suivre. Mais sinon, après, il y a donc mon blog, comme je t'en parlais, et mes lives sur Twitch qui ont lieu les mardis à 17h pour parler de DeFi. Et après, j'en fais quelques autres de temps en temps. Mais je t'enverrai quelques liens pour mettre dans la description si tu veux. Bien sûr, ouais, bien sûr, on va mettre tout ça. Et ouais, le dernier live Twitch d'ailleurs de la semaine dernière était super. Hein. Bravo d'ailleurs pour ça. Moi qui suis débutant, vraiment j'ai beaucoup appris quoi. Donc c'est chouette. Et je me suis un peu mouillé, mais c'est vrai que ouais, là en plus on tombe sur un bon moment, je pense en termes de live, parce que mi-septembre j'ai un peu repris ma saison et j'ai commencé par une introduction aux finances décentralisées un peu plus haut niveau. Donc un peu des questions comme on a fait aujourd'hui, c'est quoi ces trucs, d'où viennent les rendements, pourquoi ça fonctionne comme ça. Ouais. Et je redescends un peu plus au niveau fondamental, disons. Et là, ouais, comme tu disais, le live de samedi dernier, qui était plus sur essayer d'expliquer pourquoi les gens utilisent différents protocoles DeFi, notamment au niveau de l'emprunt, parce que je me rends compte que c'est assez confus et qu'il y a tout un tas de notions. Je me rends compte que le ressenti de l'emprunt est pas du tout le même d'un monde à l'autre, quoi. Dans le monde classique, c'est un outil d'oppression et une contrainte. En DeFi, c'est plutôt libérateur et une réjouissance dans le sens où j'ai ce token qui pouvait pas me faire de rendement, ben maintenant je peux l'utiliser en collatéral pour faire un rendement avec et du coup je peux garder ce token long terme, ce que je voulais faire, mais en plus de ça, je me fais un rendement. Tu vois? Du coup, c'est vraiment, j'ai réalisé un peu ce grand écart mental et je me suis dit, bon, il faut essayer de faire un truc pour essayer de le combler, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, il était super top, ce live. Et d'ailleurs, on le mettra, je pense, en premier dans les notes, comme ça. Les gens pourront y aller en priorité. C'est top. Merci beaucoup, Paco. Ben, de rien, merci à toi. À bientôt, Brice. Salut, bonne journée. Salut, toi aussi. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!